En 1987, à l'âge de 4 ans et demi, presque 5 ans, on m'a arraché des bras de ma maman, mes sœurs et moi, pour nous amener pour la première fois dans un foyer. Ce jour-là, l'éducateur m'a arraché des bras de ma mère. Et moi, je pleurais, je hurlais, je criais. Maman, je veux rester avec toi. Je ne peux pas aller avec eux. Maman, maman, empêche-les. Puis l'éducateur m'a mis sur ses épaules, tel un sac de patates, et a descendu l'escalier de l'immeuble où j'habitais, à toute vitesse, en criant sur mes sœurs. Allez, allez les filles, dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Puis, arrivé au camion, je me débattais comme je pouvais, toujours en pleurant et en hurlant. Puis, il m'a assise sur le siège de force et m'a attachée avec la ceinture de sécurité. Moi, j'avais mis mon pied pour bloquer la porte. Mais l'éducateur a fermé la porte de toutes ses forces, et mon pied était bloqué. Je venais de prendre violemment un coup de porte coulissante sur la cheville. Voilà ma première blessure. J'ai mis environ 20 jours à boiter avant de remarcher correctement. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Cela m'a marqué à vie. Pas seulement ma blessure, mais ce moment où on m'a arraché des bras de maman, en comprenant que je ne la reverrai pas de sitôt. Au foyer, il y avait beaucoup d'enfants, divisés en 3 groupes. Les grands, les moyens et les tout petits, avec des réfectoires à chacun des groupes. Seuls les repas ou la cour étaient partagés par tous. Quand j'avais 5 ans, j'étais très curieuse. Un jour, je jouais dans la cour, dans cette cour commune du foyer. Et les grands y fumaient leurs cigarettes. Moi, curieuse, je demandais à un des grands. C'est quoi une cigarette? Pourquoi vous fumez? Avec insistance. Puis un des grands en a eu marre et m'a tendu une cigarette. Il m'a dit, puisque tu veux savoir, t'as qu'à regarder comment je fais. Écoutez ce que je te dis, et après, tu feras pareil. Alors moi, à 5 ans, évidemment, j'ai écouté et fait comme lui. Mais ce n'était pas une cigarette, c'était un joint. Je vous laisse imaginer les effets que cela a eu sur une enfant de 5 ans. Je me suis donc sentie mal et je marchais en titubant. J'essayais de rejoindre le bureau des éducateurs. En arrivant au bureau des éducateurs, l'un d'entre eux a vu que j'allais pas bien, m'a demandé ce que j'avais, ce qui s'était passé. Je lui ai donc expliqué. Il m'a donc conduite dans ma chambre en me disant de rester allongée, de ne pas bouger et qu'il revenait. Quelques minutes plus tard, l'éducateur est revenu avec une planche à pain en bois à la main. Et il m'a dit de me lever, de me mettre debout contre le mur, que j'allais être punie pour la bêtise que j'avais faite. Puis, il a baissé mon pantalon, il m'a baissé la culotte, et il m'a donné ma première fessée, avec la planche à pain. À chaque fois qu'il y avait cet éducateur au service au foyer, et que les autres enfants lui rapportaient des bêtises, ou faisaient des gestes, j'avais droit au même sort, et eux aussi, à des fessées avec cette planche en pain. Voilà notre punition. Aujourd'hui, à 40 ans, j'ai toujours les marques sur mes fesses. Ils tapaient tellement fort, qu'aujourd'hui, ces marques sont indélébiles. La douleur physique a disparu, mais les marques de ces coups reçus, ils sont toujours. Et la souffrance psychologique aussi. Et je n'ai jamais oublié.
car à chaque fois que je me mets à nu et que je vois mon image qui reflète dans le miroir, je vois ces marques. À 6 ans et demi, j'ai vécu mes premiers attouchements et mes premiers viols par un jeune du foyer qui était âgé de 11 ans. Mais ils étaient réguliers. Il le faisait souvent, et d'autres aussi. C'était toujours le même petit garçon. Il me violait de force, plusieurs fois, à plusieurs reprises. Soit dans les chambres, soit dans les salles de jeu, soit dans les toilettes, soit dans les sanitaires. Et à chaque fois, il n'y avait ni enfant, ni éducateur à côté. Et quand je voulais crier, il me mettait la main sur la bouche et il me giflait. Et cela a duré pendant des années. Et quand ça a commencé à faire du bruit au foyer, l'un des éducateurs sociaux, évidemment, m'a changé d'endroit et il m'a mis dans une famille d'accueil. Cette famille d'accueil me forçait à faire mes devoirs, ceux de l'école bien sûr, mais ceux qu'elle me donnait en plus. Et tant que j'avais pas fini, je n'avais pas le droit de manger, je n'avais pas le droit de jouer. Bref, une très mauvaise famille d'accueil. Et puis les années ont passé et j'ai vécu et connu multiples familles d'accueil et multiples foyers. À mes 12 ans, j'étais dans une famille d'accueil, avec qui j'ai toujours contact aujourd'hui d'ailleurs, où je me sentais bien. Mais voilà, je vivais le harcèlement scolaire. Un jour, j'ai fugué de cette famille d'accueil, suite à des violences subies par mes camarades du collège. Ils avaient monté un guet-apens à la bergerie du village. J'étais considérée comme celle qui n'avait pas de parents. Je me faisais appeler Rémi sans famille, sac d'os. Ils ont profité du fait qu'un garçon de 3e me plaisait pour me dire pour me donner rendez-vous à la vieille bergerie. Sans méfiance et contente qu'il veuille enfin sortir avec moi, j'y suis allée. Arrivée là-bas, je ne voyais personne. Puis d'un coup, ils sont tous sortis. 12 enfants de leur cachette m'ont mis des coups de pied, à terre. Oui, j'ai subi du harcèlement scolaire et des violences quotidiennes au collège. On me volait mes affaires, on me rackettait mon argent de poche. Un jour, j'en ai eu assez. Et malgré que j'étais bien chez Nounou, que j'aimais énormément, je ne pouvais plus subir tout cela. J'avais honte de lui en parler et j'ai fugué. Dans un premier temps, je suis retournée chez ma mère pendant cette fugue. Puis bien sûr, la ZEU ont dit à ma mère que si elle ne me rendait pas, elle partirait en prison. Ils sont venus me chercher et ils m'ont replacée dans un autre foyer, duquel j'ai également fugué. Toujours à mes 12 ans, lors de cette fugue, j'ai pris le train jusqu'au terminus et j'ai atterri à La Roche-sur-Yon. J'ai erré dans la rue et j'ai rejoint un groupe de zonards. Ce groupe, que je trouvais gentil à la base, j'avais même caressé un de leurs chiens. Je leur ai dit que j'étais en fugue, que je n'avais rien à manger, que je ne savais pas où dormir. Ils m'ont donc proposé de les suivre. Et moi, innocente, les trouvant gentils et étant inconsciente, je les ai suivis. Arrivés dans leur squat, ils m'ont bien donné à manger. Oui. Puis ils m'ont mis dans une pièce enfermée, avec un matelas et un duvet. Je commençais à m'endormir quand l'un d'entre eux est venu dans la chambre. Puis, il m'a mis un sparadrap sur la bouche, attaché avec des menottes à un radiateur. Et comme je me débattais, il me giflait
Il m'insultait. Il m'a mis un couteau sous la gorge en me disant de me taire et de me laisser faire. J'ai été battue violemment, violée et shootée à l'héroïne pendant 10 jours. Il me nourrissait quand il y pensait. Moi, j'essayais de me soigner de mes blessures avec ma propre salive. Je vomissais régulièrement de la bile. Puis 10 jours plus tard, d'autres zonards sont venus au squat récupérer les affaires que les autres zonards leur avaient volées. Mais ils n'ont rien trouvé. Alors, comme la seule pièce qui était fermée, c'était celle où je me trouvais, ils se sont dit que c'était là qu'étaient leurs affaires. En fait, à l'époque, je ne savais pas faire la différence entre un punk, un skinhead, un rasta, un zonard, un anarchiste et tout le reste. Ce groupe qui m'avait accueilli, c'était des skins. Ce groupe qui m'ont trouvé, c'était des punks. Ils ont donc défoncé la porte. Mais au lieu de trouver leur affaire, c'est moi qu'ils ont trouvé, nu, ensanglanté, dans mon vomi. Alors, ils ont été chercher une scie, ils ont coupé les menottes. Un d'entre eux, qui s'appelait le rat, m'a recouverte de son blouson en cuir noir. Ils m'ont ramenée dans leur squat, ils m'ont lavé, ils m'ont soignée avec leurs copines, ces filles de la rue, qui m'ont donné des soins et qui m'ont lavé. Ensuite, ils m'ont amenée au commissariat. Et le commissariat m'a amenée à l'hôpital. L'hôpital a bien constaté que j'avais eu de multiples blessures, que j'avais été violée. Mais l'ASE n'a rien voulu savoir, n'a rien voulu entendre, n'ont pas voulu prendre ma plainte. Ensuite, ils m'ont replacée encore une fois en foyer. Ne me sentant pas en grande forme, ils m'ont fait faire des examens. Et c'est là qu'ils ont découvert que j'avais contracté l'hépatite C de celui qui m'avait fait vivre ce calvaire. J'ai subi des tas d'examens, des biopsies, des traitements qui n'ont jamais agi sur moi. Ils les ont donc arrêtés, car ils me bousillaient plus la santé, alors qu'ils devaient m'aider à guérir, mais le traitement n'était pas efficace, ni compatible avec mon corps. Cela fait des années maintenant que je porte l'hépatite C, aujourd'hui qui s'est transformée en cancer du foie. J'ai appris à vivre avec. Je n'ai jamais refilé l'hépatite C à personne, ni à ma famille, ni à mes amis, ni à mes proches, ni à mon fils, ni même à mon chien. Je suis très prudente et consciente que cela peut se contracter du sang au sang. J'ai donc une hygiène de vie irréprochable. Je suis très consciencieuse dans mes faits, dans mes gestes, même quand je cuisine. Et s'il m'arrive de me blesser, les gens autour de moi sont au courant de ma maladie et qu'il ne faut surtout pas me toucher. Et si je me blesse en présence de Sony, ce qui n'est jamais arrivé, je sais ce que j'ai à faire. Je me désinfecte, je me mets des pansements. Je précise que l'hépatite C ne s'attrape que par le contact de sang contre sang et non pas sexuellement. Bien sûr, je n'ai pas tout écrit, seulement quelques-uns de mes passages marquants. En sachant que de mes 12 à mes 18 ans, ça a été que des fugues, l'errance dans la rue, puis à mes 18 ans encore la rue, et à mes 19 ans, mon premier appartement. Et la fin, si je puis dire, de ces calvaires de misère. L'ASE m'ont proposé ce qu'ils appelaient pas à l'époque le contrat jeune majeur, mais la continuité du suivi jusqu'aux 21 ans, que j'ai refusé.
Pour l'hépatite C, je ne bénéficie pas de traitement aujourd'hui car il n'est pas compatible avec ma morphologie. C'est un traitement très lourd, incompatible avec la prise en charge d'un enfant, non seulement, mais en plus, il dure en moyenne entre 1 et 2 ans et il fait beaucoup maigrir. Le docteur ne veut pas me le donner, du moins les nouveaux traitements, parce qu'ils sont plus lourds que les premiers et que je ne fais que 33 kilos. Et oui, durant ces traitements, on perd en moyenne entre 10 et 25 kilos, ce qui fait que je ne peux pas perdre de poids en dessous du seuil de la mort, qui lui est à 29 kilos. Je fais 33 kilos aujourd'hui et je n'ai jamais dépassé les 38 kilos depuis mes 12 ans. Mon poids est stable comme instable, mais cela ne m'a pas empêché d'avoir eu un enfant. Et si je grossis pas, c'est parce que le cancer a attaqué le foie. Témoignage et façon de penser d'un vécu pour un futur meilleur. Au foyer, on subit des violences physiques et psychologiques, tant par des enfants que par les éducateurs. La dure loi du dominant-dominé, du plus fort. Les enfants comme moi, fragiles, sont des proies faciles. À l'école, on vous colle l'étiquette d'enfant placé. Celui qui est sans parents, le Rémi sans famille, le souffre-douleur. Le foyer, l'école, les familles d'accueil ou toutes les autres structures de protection de l'enfance vous font comprendre et vous rendent coupable et responsable de votre placement. On peut y entendre ce genre de phrase. Mais qu'est-ce que tu as fait pour finir en foyer? C'est de ta faute si ta mère ne s'occupe plus de toi. C'est à cause de toi si ta mère ne vient pas te voir. Ta mère, elle ne t'aime pas, elle t'a abandonné. Et grâce à cela, les enfants culpabilisent ou se rebellent, refusent toute forme d'autorité, puis en viennent à fuguer, voire à s'automutiler. Pour les fugues, entre les enfants, c'est une compétition. Je dirais même plus, un sport national. C'est à celui qui fuguera le plus longtemps ou qu'on ne retrouvera pas. On prend des risques inconsidérés. On n'a peur de rien. Les policiers nous retrouvent et nous ramènent directement au foyer, sans jamais nous demander la raison de notre fugue ou ce qui nous a poussés à fuguer. Et les éducateurs non plus d'ailleurs. Ils se contentent de nous punir sans se soucier de nous ou du souci lui-même, de la maltraitance quotidienne des éducateurs, des familles d'accueil ou des enfants. Comme on n'a pas peur, on va à la confrontation. Et comme on provoque, eh bien, ils n'hésitent pas à en venir aux mains. Mais la violence n'est pas que physique. Oh ça non. Oh ça non. Elle est aussi psychologique. Par exemple, pour ma part, j'ai été toujours très menue, très fine. Alors, on m'appelait sac d'os, maigrichonne, fil de fer, et bien d'autres. Humiliation et moquerie, courantes, constantes et régulières. En vivant au quotidien ces violences tant physiques que psychologiques, les enfants fuguent à la moindre occasion, dès qu'ils le peuvent. Pour ma part, depuis mon enfance, j'ai surnommé ces structures l'Alcatraz des enfants. Si mon petit témoignage pourrait faire évoluer enfin les choses, que les enfants d'aujourd'hui ne subissent plus ces violences physiques et psychiques, si je pouvais changer les choses ou les lois, alors voici ce que je proposerais. Que si les enfants peuvent rester dans leurs familles respectives, alors qu'on les y laisse.
Et si le danger est mis en évidence, qu'il est aggravé et prouvé, ou que les maltraitances sont réellement prouvées, eh bien dans ce cas, que les enfants soient placés mais pris en considération, reconnus et entendus, du nourrisson au jeune majeur. Que les professionnels à l'enfance soient mieux formés, afin que toute forme de violence puisse être détectée entre enfants, comme avec les éducateurs, comme en famille d'accueil, comme chez les parents. Et que si c'est les éducateurs ou les familles d'accueil qui eux-mêmes les infligent, qu'ils soient punis et que la justice ne reste pas sourde. Renforcer le contrôle des jeunes et des locaux. Avoir de réels suivis à l'intérieur des structures comme à l'extérieur, et pour certains même après leur majorité. Créer des groupes de parole et d'échanges réguliers au sein des établissements ou dans une structure adaptée. Ne pas empêcher l'amitié, l'amour et la confiance entre les jeunes, les éducateurs ou les familles d'accueil. Pour les bons, bien sûr, parce que cela est vital pour leur développement quand on les prive de leurs parents, tout comme il est vital qu'un enfant puisse vivre avec ses parents aimants et bien traitants. Conclusion. Pour devenir un adulte, il est important que les enfants grandissent dans un environnement stimulant, sécurisant, aimant, sur les plans affectifs et physiques. Oui, il faut tenir compte du climat émotionnel. Il faut prévenir la maltraitance et l'exposition à la violence. Assurer la sécurité, le bien-être, la joie et les droits des enfants. Prévenir et limiter la déficience liée à la maltraitance physique et psychologique au sein des foyers et des familles d'accueil, tout comme chez les parents maltraitants. Prendre soin de la santé des enfants, éviter toute forme de mauvais traitement physique, émotionnel, sexuel. Avoir des réels suivis médicaux et gynécologiques. Il en va de la survie, du développement des enfants et de leur dignité. Prévenir toute forme d'agression et de violence physique, psychique, sexuelle. Ne pas les négliger et y prêter une réelle attention. Des conséquences sur la vie de l'enfant et du jeune adulte, des graves séquelles et des troubles physiques ou psychologiques sur la vie de l'enfant, puis du jeune adulte. Se soucier de son développement, des échecs scolaires, des problèmes de communication, de langage, de parole, refus des apprentissages, refus de scolarité ou du travail, refus de l'autorité ou toute forme d'opposition. La santé mentale et comportementale, l'isolement, la tristesse, la dépression, les tentatives de suicide, les scarifications, les fugues, la dépendance à l'alcool ou aux drogues. On ne peut plus rendre la violence par la violence. L'âge de l'enfant, plus la maltraitance est précoce, plus elle peut avoir de lourdes conséquences et de lourdes répercussions dans son adolescence et dans sa vie de jeune adulte, empêchant le bon déroulement des étapes de la vie. Schéma corporel, amour de soi, image de soi, confiance en soi, confiance en autrui, construction, reconstruction. La durée de la maltraitance. Plus la maltraitance est longue et les mauvais traitements sont longs, plus le développement de l'enfant est lourd de conséquences et a un réel impact sur son développement et sur son devenir. De celui qui inflige à celui qui reçoit. Le vécu reste traumatique face à cette situation de maltraitance ou de mauvais traitement constant. Négligence et refus de l'autorité. Cela revient à dire que la protection de l'enfance et les juges des enfants judiciaires et les tribunaux et les procédures judiciaires sont conscients de ces maltraitances, de ces violences, de ces négligences au sein des foyers et des familles d'accueil,
mais ne font rien. Ou alors, ils laissent faire en fermant les yeux. Mais dans la véritable protection de l'enfant et de leurs droits, les laisser livrer à eux-mêmes pendant leur placement et même après leur majorité, dans une telle violence, n'est plus possible. Et il est temps que cela change. À tous les enfants placés, pour une réelle évolution, pour le meilleur, pour leur avenir, pour leur retour chez leurs parents aimants et bien traitants, et pour la fin des mauvais traitements, en foyer, en famille d'accueil ou dans les structures de handicap. Un petit témoignage, tout ça pour dire que ce que j'ai vécu moi, d'autres enfants le vivent encore aujourd'hui. D'autres enfants l'ont vécu hier. Et oui, effectivement, cela provoque de lourdes conséquences. Et moi, j'aimerais vraiment que les choses changent et que M. Adrien Taquet écoute ce témoignage, me reçoive dans son bureau ou en visioconférence, afin de faire évaluer ce qui n'est plus possible aujourd'hui. L'enlèvement des enfants à des familles aimantes et bien traitantes, pour qu'ensuite ils connaissent de graves violences et de graves maltraitances dans les foyers ou dans les familles d'accueil. Et aussi pour que quand il y ait des violences dans les foyers ou dans les familles d'accueil par des adultes, que ces adultes puissent être sanctionnés, condamnés, eux aussi, pour leurs méfaits. Voilà. J'espère que ce petit témoignage pourra apporter une pierre à l'édifice. En tout cas, je le souhaite. Merci à ceux qui m'ont écouté. Bonsoir GDS. Et je vous embrasse à tous très fort. Merci pour tes commentaires. Déjà, tu témoignes, tu as cette force. De plus, tu as la bonté d'âme de répondre et d'aider quand possible les autres. Tu as tout mon respect et le respect de tous ceux qui ont un vrai cœur. Je te remercie GDS. Mon respect, tu l'as aussi. Je t'embrasse très très fort. Et oui, aujourd'hui je fais ce que je peux pour aider les autres. Malheureusement, je ne fais pas ce que je veux. J'aimerais faire plus pour aider les autres, les parents, les enfants. Mais comme vous tous, je ne suis pas écoutée, je ne suis pas entendue et je ne suis qu'une simple citoyenne. Et une ancienne enfant de la DAS et je crois que ça... Ah oui, je voulais finir aussi là-dessus. Je voulais dire aussi que les enfants placés d'hier, pour les 3/4, ont leurs enfants placés à l'ASE d'aujourd'hui. Et ça aussi, faut que ça s'arrête. Ce n'est plus possible qu'on enlève des enfants à des anciens enfants placés sous prétexte qu'ils ont aussi été placés, et sur des générations et sur des générations et sur des générations. C'est plus possible. Ce qui veut dire que ma grand-mère était placée, ma mère a été placée, moi j'ai été placée, mes sœurs ont été placées, mon fils est placé. Et si je ne fais rien pour que ça change, les enfants de mon fils seront à leur tour aussi placés. Et ça, c'est plus possible. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, bien sûr. Il y en a plein, des comme moi. Mais voilà, c'était mon petit témoignage, ma manière à moi de vous apporter ma petite pierre à l'édifice. Et surtout, tous ceux qui dénoncent, tous ceux qui se battent aujourd'hui pour un changement de l'aide sociale à l'enfance, pour qu'elle soit dissoute, réformée, ou en tout cas pour que ça change, et que ces acteurs sociaux malveillants à l'ASE, foyer, famille d'accueil, soient sanctionnés, condamnés pour le mal qu'ils font sur des enfants, sur des parents. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, en France, c'est grave. Des rapes d'enfants, un génocide des familles. C'est très très grave. Et ça ne peut plus continuer. Alors, si dans mes dernières forces, je peux apporter
au travers de mes témoignages, de mes écrits, de mes paroles, un changement pour demain, eh bien, soyez assurés que je continuerai à le faire pour Sony, pour vous tous les enfants placés, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, pour vos parents aimants et bien traitants, pour ces bons éducateurs et ces bonnes familles d'accueil, puisqu'il y en a aussi, malgré qu'ils sont une minorité. Mais voilà, je voulais vous témoigner ce soir une petite partie de mon vécu. Bien sûr, je n'ai pas pu tout dire parce que c'est trop lourd et ça serait trop long à raconter, mais voilà, je voulais que vous l'entendiez, je voulais que vous le sachiez, puisqu'on me demande souvent quel a été mon parcours, alors j'ai essayé de faire au mieux pour le raconter, mais je ne peux pas tout dire. De toute façon, ça relèverait de la fiction et personne ne me croirait. Il faut le vivre pour le croire. C'est un peu comme le placement. Tant qu'on ne le vit pas, on ne se rend pas compte. Moi, quand j'entends les gens dire « Ah, mais si l'enfant il est placé, il n'est pas placé pour rien. On ne prend pas un enfant comme ça pour rien. » Bien sûr, tant que ça ne leur arrive pas à eux, ils ne peuvent pas y croire. Voilà. Et malheureusement, ça arrive tous les jours. Tous les jours en France. Et ça, faut que ça cesse. Oui, merci GDS. J'espère, oui, avoir l'éternité et le bonheur que je mérite et que tous ceux qui sont partis avant moi méritent aussi. Je t'embrasse. À bientôt.